Bonjour. Donc, la reconnaissance de la sexualité masculine. Et vous me dites quand vous êtes prêt, hein, Jean-Baptiste. Voilà. Donc, tout d'abord, voici le schéma. Ça, c'est un peu technique. Je suis désolé pour celles et ceux qui viennent pour la première fois. Laure Baudemont a eu le soin, pour celles et ceux qui étaient ici il y a 6 mois, donc elle avait fait un rappel de son intervention, que c'était une excellente idée. Ça vraiment, ça articule bien. Mais la mienne, mon intervention, elle sera très technique. Je suis désolé. Il a une expérience que nous essayons de mener au sein de notre école, qui est justement dit fait de la recherche clinique. Et parfois, c'est très ardu. Donc, je suis désolé. Il y aura des éléments parfois un peu difficiles pour quelques-uns, mais je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Donc, tout d'abord, je veux concentrer mon intervention sur cette zone ici de l'appareil psychique freudien, qui est le moi. C'est un schéma de 1923, et c'est ce que j'appelle un appareil psychique normal, d'un être normal. D'accord ? Je vous dirai davantage pourquoi un peu plus tard. Donc tout d'abord, voici le schéma de l'appareil selon Freud en 1923. D'accord ? Voilà. Je viserai à étudier le moi, uniquement. Voici, donc, figure 2, voici le schéma de 1932, à la verticale, comme il est présent dans l'édition française, d'ailleurs dans toutes les éditions étrangères à l'édition allemande. Donc, le schéma de 32, à la verticale, comme il est présenté dans l'édition française, c'est qu'il y a une erreur et une trahison de la pensée de Freud. Figure-toi, l'aiguille. Dans l'édition originale allemande, ce schéma est allongé. D'accord ? Ce qui prend tout son sens, puisque le surmoi est sur le moi. D'accord ? C'est über ich. Comme vous pouvez le constater dans le chemin ci-dessous, là. Cela fait 30 ans que je signale cela aux éditeurs et jusqu'à présent, personne n'a réagi à cette requête on ne peut plus légitime. Maintenant, j'entre dans le cœur de notre affaire. Comme je vous ai dit, je vise ici l'intérieur de moi. Dans la figure 4, l'aiguille, s'il vous plaît, vous avez une représentation du moi que j'ai modifiée à partir de 2 schémas de Freud. À gauche, la partie consciente, ici, que j'ai modifié, à gauche, la partie consciente, le tracé plus imposant représentant la résistance de surmoi, ici, et à droite, la partie inconsciente de moi, ici. Le genre vise à désigner les différences non biologiques entre les femmes et les hommes. Nous allons nous limiter aujourd'hui à ce qui fait reconnaître à quelqu'un qu'il est du côté masculin de la sexualité, et cela même s'il a un sexe féminin. Le genre n'est pas un concept social, moral, politique, culturel ou idéologique. Il est la preuve que l'autre barré, lieu de la parole, du signifiant de la loi, reconnaît le moi en tant que masculin. Donc, que l'autre barré, ici, ça c'est un concept lacanien, on parlera un peu plus tard. D'accord ? Et donc, vous voyez bien que l'autre, là, il est barré. D'accord ? Il reconnaît le moi en tant que masculin. Et c'est là, avant d'être né, donc avant que l'enfant puisse naître dans le ventre de sa mère, ou même avant de commencer tout le processus biologique. Avant même tout ça. Donc, et c'est là avant d'être né, et jusqu'à la puberté, entre 12 et 18 ans.
d'accord, avant d'exister biologiquement dans le ventre de sa mère, jusqu'à 18 ans. 18 ans, vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose de figé, hein, quelque chose qui va dans ces eaux-là. Le moi est corporel, selon la formule de Freud. Et c'est le grand autre qui signale au moi, hein, vous voyez la flèche de A barré vers le A, c'est le grand autre qui signale au moi que le corps en question, pas l'organe, que le corps en question est du côté masculin, avec les attributs, les indicateurs physiologiques, anatomiques, hormonaux qui viennent avec. Un garçon a des traits de virilité, pas une fille. Quand la femme est virile et l'homme est féminin, nous avons l'indication que le rapport entre le moi et le désir du grand autre ne sont pas copains, comme on dit. Je vais m'expliquer sur mes hypothèses, mais pour cela, je vous livre ma source d'inspiration. Donc, il s'agit de textes de Freud de 1915, Pulsion et destin de pulsion. Ces textes-là, c'est pour moi d'une richesse immense. Régulièrement, dès que je retourne, je pioche des choses juteuses. Par visée pédagogique, vous voyez bien que j'ai fait mes efforts, hein? Je ne sais pas si je vais réussir. Par visée pédagogique, j'avais représenté géométriquement, figure 5, le terme qui sont utilisés en corrélation avec le concept de pulsion. Ainsi, pour Freud, dans ce texte, la source, je le cite, c'est un processus somatique dans un organe ou une partie du corps. Fin de citation. Il est représenté ici par un carré plein. D'accord? Et la suite sera comme ça, hein? Tac, 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 etc. La poussée, la somme de forces. Vous pouvez montrer la poussée, s'il vous plaît? La poussée, je cite Freud, la somme de forces ou la mesure d'exigence de travail qu'elle représente, fin de citation, est indiquée par un trait continu. Le but, je cite Freud, toujours la satisfaction, fin de citation, est représenté par un carré vide. Et enfin, l'objet de la pulsion, je cite Freud, c'est en quoi et par quoi la pulsion peut atteindre son but, fin de citation, est représenté par un cercle vide. Voici maintenant, figure 6, l'aiguille, s'il vous plaît, le schéma de la pulsion représenté géométriquement dans son intégralité. Donc, c'est le texte de Freud qui, moi, j'ai essayé de donner des représentations géométriques pour qu'on puisse un peu avoir ça en tête. Dans la clinique, c'est très important toujours d'avoir en tête les schémas. On s'habitue avec le temps et on sait par où on conduit la cure, à quel moment de la cure d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse, le patient ou le psychanalysant se trouve. C'est très, très instructif de lire Freud d'une manière amusante. Donc, la sexualité masculine adulte que nous allons étudier se situe lors de la rencontre de la libido avec l'autre barré jusqu'à l'objet, donc le cercle vide. Voilà. D'accord? C'est d'ici jusqu'à ici. La génitalité, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Donc, notre affaire, ça se passe d'ici. Donc, au moment que la libido rencontre le grand autre, c'est-à-dire, quand le grand autre vient nous signaler de son désir, de dire comme il nous pense, ah, qu'est-ce qui t'est beau, qu'est-ce qui t'est moche, tu seras un grand mon fils, tu seras vraiment, tu es un lâche, etc., etc. Tout ça va produire un effet d'agitation au niveau de la libido. Et à ce moment-là, ça suit l'affaire d'une existence humaine dans un rapport avec l'autre, dans le rapport avec le monde, dans un rapport avec ses semblables. Donc l'autre d'abord externe, donc figure 7. Donc l'autre d'abord externe est incarné à partir de cette rencontre avec la parole du grand autre, incorporé par l'appareil psychique, et s'installe dans le côté inconscient, comme vous pouvez voir dans ma tentative de représentation ci-dessous. Donc ça rentre, d'accord? Le moi va accueillir ça par les oreilles, ou par le regard, ou par le toucher corporel, et ça rentre au niveau de l'inconscient. D'accord? Voilà. Il est barré à l'extérieur, vous le remarquez.
Cela veut dire que le discours social fait la différence entre les êtres masculins et les êtres féminins avec leur sexualité respective. En revanche, vous remarquez que dans l'inconscient, le grand autre n'est pas barré. A barré à l'extérieur, A sans la barre à l'intérieur. Il n'est pas barré parce que le moi peut refuser radicalement la castration. On voit ça dans la névrose, dans la psychose, dans la perversion. Le grand autre externe, devenu inconscient, désigne l'image du corps, le rapport au petit autre, donc au petit A, là, et ce qui nous intéresse ici, à la sexualité de l'être. Côté masculin, côté féminin, côté infantile, côté trans, côté bi, sans côté, côté à l'infini, côté indéfini. Cela veut dire que le grand autre peut même passer outre le corps de l'enfant et de ses caractéristiques anatomiques. Un garçon avec un petit zizi et la maman habillée en fille. Voilà. Je me limiterai ici au trouble de la reconnaissance par le grand autre de la sexualité masculine. L'avantage, entre autres, de dire l'autre avec un grand A, c'est de ne plus signaler frontalement la mère toute puissante ou le père affaibli dans sa fonction. Vous savez, ça fait scandale, par exemple, avec la question de l'autisme, n'est-ce pas? C'est la mère. Et le grand autre. Qui va occuper cette position? Qui va déterminer, n'est-ce pas? Qui va imposer son désir au corps de l'enfant? Eh bien, ça, je répondrai tout à l'heure. Donc, l'avantage entre l'autre avec un grand A, c'est de ne plus signaler frontalement la mère toute puissante ou le père affaibli dans sa fonction, comme celui qui frustre et prive le petit autre d'une jouissance absolue du corps de l'enfant. Jouissance absolue. Le petit autre qui est le signifiant du nom du père castre. Je dirai un peu plus sur le nom signifiant du nom du père tout à l'heure. Hein. C'est un peu complexe chez Lacan, mais vous allez voir que c'est d'une utilité clinique majeure. Donc, le petit autre, le signifiant du nom du père, castre, frustre et prive, peut être un frère ou une sœur, la mère ou le père lui-même. Ces spécificités seront désignées au cas par cas, la cartographie s'il vous plaît. Ces spécificités seront désignées au cas par cas dans le rapport transférentiel entre le clinicien et le malade, donc ici, avec le patient et avec le psychanalysant. Au cas par cas, on va examiner donc le rapport du malade, du patient et du psychanalysant avec le désir de l'autre. Ainsi, l'autre avec un grand A ne choquera personne puisqu'il ne désigne personne. C'est pas la visée de la psychanalyse, c'est accusatrice. C'est pas une mauvaise mère. Régulièrement, on trouve chez les mauvaises mères des mères souffrantes et qui, quand elles découvrent justement qu'elles constatent sur le divan ou sur le fauteuil ce qu'elles ont fait avec leur désir en relation à leurs enfants, elles regrettent, elles sont dans une détresse épouvantable. Donc, la psychanalyse, ce n'est pas une lecture policière ou judiciaire du rapport de l'autre, du grand autre, avec l'enfant. Donc, ainsi, le grand autre ne choquera personne puisqu'il ne désigne personne. C'est uniquement dans la clinique que nous pourrons, avec le maniement du transfert, voir apparaître qui est le grand autre non barré qui passe outre l'anatomie et le désir de l'enfant mâle pour l'installer dans un lit procustien. Ça vient du procuste, hein? On parlera après si vous voulez. Donc le moi identifié au grand autre non barré, donc le moi identifié au grand autre non barré, use et abuse de son pouvoir. À la différence du moi castré, par exemple le moi qu'on trouve ici, hein, à la sortie d'une cure, par exemple. Donc le moi castré, c'est lui qui s'y soumet à la loi du langage, de la parole, de la culture, qui cherche l'apaisement, qui supporte la castration symbolique.
Cette castration apaise l'enfant puisqu'il l'accroche. Comme les crochets en verre, figure 8 s'il vous plaît. Comme le crochet en verre que vous pouvez remarquer dans le chemin ci-dessous. Le corps en rouge, au moi en bleu, de l'être parlant. Je m'explique. Donc le moi ici. Donc le moi, vous vous souvenez, il est ici, d'accord? Et ici, il y a des petits points verts qui ce sont des crochets. D'accord? Crochet, 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 crochet. Voilà. Et en rouge, le corps. Vous vous souvenez que je vous avais rappelé que Freud, en 1915, disait le moi est corporel. Eh bien, donc j'essaie un peu de décortiquer ça. Comme des crochets, voyez-vous. Il y a le moi et le corps, avec les reconnaissances que l'autre, le grand autre, va donner, les parents, l'adulte, l'éducateur, etc., va donner au corps de l'enfant, et il va commencer à se sentir beau, pas beau, maigre, gros, etc., etc. Et même transformer ces corps de cette manière-là. Il faut dire ça aussi. Hein? Des enfants qui étaient tout à fait minces, à un moment donné, ça commence à grossir. Et pour quelle raison? Eh bien, quand on commence à examiner cliniquement, on voit que justement, la puissance d'une parole qui vient désorganiser complètement la physiologie. Récapitulons donc. Tout commence à partir du abarré, qui dira au moins, figure 4, restez comme ça l'aiguille. Donc, récapitulons, tout commence avec le abaré, qui dira au moins, c'est que c'est qu'être garçon. À partir de là, le moi va accrocher des hameçons. J'ai parlé de crochet, maintenant je parle d'hameçons. On va arriver, hein. À partir de là, le moi va accrocher des hameçons, des signifiants masculins. Partout dans le moi, dans le corps, dans le moi corporel. Dans le moi, pas dans l'appareil psychique, hein. Vous pourriez m'interroger sur le rôle de l'anatomie, de la physiologie, l'hérédité dans la détermination de la sexualité masculine. Ma réponse sera la même que celle que j'avais proposée donc dans le bulletin numéro 6, Laure Baudemont qui dit que les bulletins ne sont pas lus, le bulletin de RPH numéro 6, à la page 6, note de bas de page 3. Donc, je lance cette formule. La pollution altère la génétique. C'est très osé ça, hein? C'était en 88 que j'avais balancé ça, et ça me revient encore en 2013. La pollution altère la génétique, confond la physiologie, mutile l'anatomie. Quand ces hameçons symboliques ne sont pas solides, l'être commence à décrocher dans le réel. Donc la langue me permet, la phonétique, décrocher dans le réel et décrocher dans le réel. L'exemple justement de l'enfant qui était joli et qui commence à devenir moche. Les gens, par exemple, qui sont en psychanalyse, qui rentrent moches et commencent à devenir jolis. Ça, c'est très, très courant. Hein? C'est très, très courant. Des hommes qui étaient un peu comme ça, largués dans la nature, un peu comme ça, hein, et qui commencent à devenir beaux. Et des femmes qui étaient pas jolies du tout. Et c'est pas du maquillage, hein, c'est interne. C'est un rapport avec le désir. C'est pas un truc de l'extérieur, non, c'est un truc de l'intérieur qui commence à pousser comme une fleur, ouvrir comme des pétales d'une rose. C'est vraiment magnifique. C'est une expérience très, très jolie à voir, à constater comme ça. Ces crochets qui accrochent, sans consistance, hein, vous voyez des crochets, il n'y a pas un point fondamental que je vais évoquer tout à l'heure. Ces crochets qui accrochent sans consistance peuvent être représentés dans la vie de tous les jours par les boucles d'oreilles, les tatouages, jusqu'aux interventions chirurgicales ayant fonction du gonflement narcissique. Figure 9, les gars, s'il vous plaît. Un hameçon, pour moi, signale la dimension structurelle caractérisée par l'ardillon. Ça le trouve ici. Regardez ça.
qui a péché déjà dans sa vie, c'est ça. Qui a déjà mis un hameçon dans son doigt, hein, c'est un truc très compliqué. Parce que quand ça passe d'ici, ça ne retourne pas en arrière. Hein. Il faut carrément... Bon, bref. Un hameçon, pour moi, c'est la dimension structurelle caractérisée par l'ardion. Une fois que l'être, on revient au moi, une fois que l'être prend son engagement symbolique avec le côté masculin, il s'établit un choix définitif. Alors, j'ai écrit ici, fluctuat nec mergitur, et je regarde derrière moi, justement, l'armoirie de la ville de Paris, avec sa devise. Je trouvais ça très beau. Je me suis installé ici, j'ai vu ça. Donc, il est battu par le flot, mais ne sombre pas. D'accord? Les vagues, la tempête vient, et ça ne décroche pas. Il est toujours en navigation. Il ne coule pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la clinique? Avec cet argument, vous imaginez bien pour quelle raison je ne crois pas un seul instant à la bisexualité, à la psychosomatique, au cas limite, à l'état limite, au borderline. C'est une pression. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas le même engagement avec le crochet. D'accord? Chez le boucher, il met la viande et il enlève comme ça, avec la plus grande facilité. Le crochet accroche, mais le moi peut se débarrasser de son engagement. Cet effet psychothérapie, donc, sans éthique et sans castration symbolique, de l'usage de la parole. C'est l'effet psychothérapie de l'usage de la parole. Le crochet ci-dessous, figure 10, était, paraît-il, accroché dans un mur de l'atelier d'André Breton. C'est lui-même qui avait écrit un petit mot à Freud et qui Freud le taquine gentiment. On verra ça plus tard. Donc un peu de clinique. Un malade hospitalisé après plusieurs tentatives de suicide, qui je vois toujours, je vais voir après ses colloques, me dit qu'enfant, il était efféminé et qu'il avait attiré l'attention de sa mère sur cela. Interrogé par moi, sur ses savoirs, elle dira, donc la mère, je la cite, c'est vrai qu'il m'a alerté qu'on le traitait comme une fille à l'école, mais je me suis dit que je me suis pas rendu compte, pardon. Fin de citation. En avez-vous parlé à votre mari? Lui demandai-je. Elle répond, oui, mais il disait, ce n'était pas grave. Qui vouloir se penser fille, c'était une, je le cite, petite perversion, rien de bien méchant. Il avait fait une tentative de suicide, il fait une deuxième là, et on essaie de plus ou moins éviter une troisième parce qu'il avait dit qu'il est encore tout à fait décidé dans son désir d'y aller, quoi. Le grand hôte non barré impose au moi de l'enfant son désir. Très important ça. Le grand hôte non barré impose au moi de l'enfant son désir. Une fois accepté le désir du grand hôte, le moi déforme le corps comme une réponse, même en négatif, au désir du grand autre. Ne pas répondre à la demande prend ici une tournure de rébellion majeure. Dans l'impossibilité de tenir tête au grand autre, l'enfant fait symptôme, son unique arme face au désir qui n'est pas le sien. Et cette logique est à lire pour toutes les formes sexuelles où le rapport du moi avec son corps ne correspond pas à ce qu'il désire l'être. L'être masculin est très content de se masculiniser. Cependant, une fois qu'il passe le cap de l'ardion, une fois qu'il est mordu, il ne peut plus revenir en arrière. D'où l'importance d'aider les êtres du sexe masculin à se viriliser. Mais une fois qu'ils sont efféminés, transsexuels, asexuels, il faut les aider à s'inscrire dans le monde comme ils sont. Il est introduit un élément important et d'une actualité brûlante entre le jugement moral et la clinique. Comment traiter les homos, les lesbiennes, les trans, les bi, les asexuels, ces personnes qui ne veulent pas d'un partenaire de sexe différent pour faire leur vie et pour la copulation? On les traite s'ils sont souffrants. Ce n'est pas l'identité sexuelle qui est pathologique, mais le rapport du moi au corps, au grand hôte barré et au réel. Si ces personnes ne souffrent pas, si elles ne se sentent pas concernées
par ces registres cliniques, et si elles sont majeures, le fait même d'habiter une structure perverse, névrotique ou psychotique, il n'a jamais été un problème pour la psychanalyse. Donc, qui reconnaît la sexualité masculine? C'est le grand autre, barré ou non. Qui c'est soit le discours de la mère, du père, ou d'un adulte dans les parages de nourrissons, de bébés, du pubère. À ce propos, je vous raconterai une blague de notre actualité. Le père prend un bain avec son petit garçon, et ce dernier, en comparant la taille de son zizi avec la taille de pénis de son père, s'exclame « Qu'est-ce qu'il est grand ?» Et le père a de rétorquer « Et tu n'as pas encore vu celui de ta maman. » Quand le grand toton barré fait fi de l'anatomie du corps, la pulsion acéphale prend une autre voie artificielle, un canal, comme le canal de Saint-Martin. Un artifice construit à partir du désir du grand hôte non barré et qui vise à faire circuler la libido sur le lit, à entendre, aux dépens du corps, de la sexualité, de la vie de l'être. Les faits culturels sont là. Un garçon n'est pas traité de la même manière qu'une fille. Ce n'est pas la psychanalyse qui a inventé la culture. La culture existe et dans chaque culture, il est reconnu des êtres masculins comme des êtres qui pénètrent, qui attaquent, qui combattent, qui portent. Ils sont heureux en occupant cette position parce que chez eux, biologiquement, et le discours social, du grand hôte social vient les appuyer, il est de la famille des mâles et c'est comme ça. La touche du réel, les déformations anatomiques hermaphrodites, le désir de grand hôte non barré viennent signaler que toute rébellion, les hommes qui n'assument pas leur virilité parce qu'ils n'ont pas accepté la castration symbolique, donc toute rébellion pousse vers un rapport avec le réel et le symbolique plus difficile que nécessaire. Et comment faire pour que les garçons qui deviennent efféminés? Notre acte consiste à montrer aux parents que leur désir déborde sur l'enfant. Et pour les hommes, j'entends les majeurs selon la loi, c'est à nous de repérer s'il s'agit d'un symptôme ou d'une structure. S'il est homosexuel par une structure et s'il le fait souffrir, c'est sa souffrance qui nous intéresse. Si la confusion sexuelle est de l'ordre du symptôme, c'est uniquement sur cet aspect que nous dirigeons notre opération. La question des hommes qui s'habillent en femmes ou qui sont souffrants de leur pratique homosexuelle a, pour moi, la même valeur qu'un hétérosexuel qui a peur du minou. Du côté de la reconnaissance par le grand hôte barré de la sexualité masculine, le petit homme vit son Édipe avec les turbulences communes à tout un chacun. Concevoir qu'un être ne puisse pas pleurer juste parce qu'il est du sexe masculin est un fantasme d'adulte. La psychanalyse n'a jamais soutenu une telle lecture de la masculinité. Les garçons, comme les hommes d'ailleurs, pleurent quand ils perdent ce qui leur est précieux et quand ils sont tristes. Admettre que les garçons jouent au foot et à la guerre, ce n'est pas une affaire de lecture sociale. C'est le fondement de la pulsion masculine. Figure 11, s'il vous plaît. Et la tendance de la pulsion masculine est de retourner à la poussée avant le passage par la castration du grand autre, comme nous indique la figure 11. Très rapidement, donc ça vient ici et ça retourne. Je me presse parce que Sarah est un peu agitée là. La pulsion active, la vraie, la féminine, puisqu'elle traverse le grand autre et a comme but de combler l'objet incomblable. Figure 12, s'il vous plaît. Le carré ne remplit pas le cercle, comme montre la figure 12. Pour cette raison, l'hystérie est majoritairement féminine. Les femmes sont dans une logique pulsionnelle d'insatisfaction et structurelle. Il ne s'agit pas d'une lecture comportementale, puisque l'homme peut faire effectivement semblant d'être femme ou avoir des traits féminins. Cependant, il ne peut pas accéder structurellement à la dynamique pulsionnelle que je viens de représenter ici derrière moi, à savoir d'y aller jusqu'au frottement quotidien de l'insatisfaction. Pour supporter, sans tirer de la jouissance pour les femmes, supporter sans faire symptôme pour les hommes, il faut de la castration pour les deux. Je vous remercie de votre attention.